Le matin du 12 novembre 1944, à 6h15, forêt de Grimsey et de la France. Le brouillard matinal s'accrochait au sol de la forêt comme un linceul, alors que le sergent-chef Lafayette, Greenpool, montait dans la coupole de commandement de son char Sherman M4A1. La désignation du véhicule peinte sur la tourelle indiquait 3HL5, mais tout le monde dans le 761e bataillon de chars le connaissait sous un autre nom lorsqu'il était de mauvaise humeur. Le Sherman avait une réputation, mais pas une bonne. 3 équipages précédents avaient refusé de le prendre au combat. Le stabilisateur gyroscopique qui contrôlait le canon principal était défectueux depuis le débarquement de Normandie. Le système de rotation hydraulique octait et se bloquait de manière imprévisible. L'interphone crépitait de parasites qui transformaient la communication en un jeu de devinettes. Pire encore, la tourelle se bloquait parfois complètement au combat, empêchant l'équipage de pivoter pour engager des cibles. Dans l'armée de l'air, c'était ce que les tankistes appelaient une « reine de hangar ». 3 équipes de maintenance différentes avaient tenté des réparations. Les problèmes persistaient à chaque fois. L'officier de maintenance du bataillon, le capitaine Robert Early, avait recommandé que le véhicule soit envoyé dans un dépôt de l'arrière pour une révision complète, mais l'offensive de novembre n'était qu'à quelques jours. Tous les chars opérationnels, y compris ceux qui étaient défectueux, étaient nécessaires. Le sergent Poole s'était porté volontaire pour prendre le commandement après que son précédent char Sherman ait perdu une chenille lors d'exercices d'entraînement. Son équipage, qui avait combattu sans interruption pendant 4 mois depuis Utah Beach, faisait confiance au jugement de son commandant. Si Poole disait qu'il pouvait se battre dans un char endommagé, il se battrait dans un char endommagé. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que ce char Sherman prétendument défectueux était sur le point de réécrire les mathématiques tactiques du combat de chars. En 14 minutes de combat rapproché brutal, Poole et son équipage allaient détruire 6 Charpenters, le blindé que tous les manuels tactiques disaient invincible en combat frontal contre les Sherman. C'est l'histoire de la façon dont 5 hommes dans un char endommagé ont accompli ce qui aurait dû être impossible. Lafayette Greenpool, 21 ans, d'Odem, au Texas, avait débarqué à Utah Beach avec le 761e bataillon de chars le 7 juillet 1944. Son adresse au tir a rapidement attiré l'attention. En août, il commandait son propre char Sherman, qu'il a baptisé du nom d'une chanson de Glenn Miller. En novembre, il avait détruit 8 chars allemands, 12 véhicules blindés et 258 soldats allemands. Le char de remplacement, arrivé le 8 novembre, avait été refusé par plusieurs équipages. Le canonnier de Poole, le caporal Wilbert Richard, n'a pas mâché ses mots après le premier essai. « Ce char va nous faire tuer. Sergent, on ne peut pas bouger assez vite pour engager plusieurs cibles. » La réponse de Poole est devenue légendaire. Alors on devra les tuer avant qu'ils ne sachent qu'on est là. Pas de traverse nécessaire. L'équipage a développé des solutions de contournement pour chaque dysfonctionnement. Des signaux manuels ont remplacé l'interphone défectueux. Richard a appris à compenser le canon oscillant. Le pilote a appris à forcer la transmission bloquée. Ils se sont adaptés. L'équipage que tout le monde disait ne pas pouvoir se battre dans un char cassé était sur le point de prouver que la détermination pouvait surmonter une défaillance mécanique. Le 12 novembre s'est levé froid et brumeux. Le bataillon a commencé à avancer à 5h30. Le peloton de Poole menait, avec In the Mood comme char de tête. La forêt de Grimsey était épaisse de chênes et de pins, un terrain parfait pour les embuscades. Poole a roulé avec l'écoutille ouverte malgré le danger, sachant qu'il devrait crier physiquement les ordres si l'interphone tombait en panne. À 6h10, Poole a repéré un mouvement dans la brume. 6 panthères avançant en colonne à travers une clairière. Ils avançaient négligemment, ignorant que les blindés américains avaient atteint ce secteur. Le panthère de tête était à 450 mètres. Poole était confronté à une décision impossible. La doctrine standard exigeait qu'il se retire et appelle l'artillerie. Engager 6 panthères avec un seul char Sherman endommagé violait toutes les instructions tactiques. Mais c'était une embuscade parfaite, une qui ne se reproduirait jamais. Les panthères étaient dans un entonnoir naturel avec une marge de manœuvre limitée. S'il détruisait le char de tête, il bloquerait toute la colonne. Il a pris sa décision. Ils attaqueraient dans 3 secondes. L'équipage est préparé sans qu'on le lui dise. Richard a visé le panthère de tête. Davis a chargé un obus perforant. Gamel s'est positionné pour un retrait le plus rapide. Poole a attendu que la portée descende à 460 mètres. Puis il a tapé 2 fois sur l'épaule de Richard. Le canon a tiré. L'obus a frappé l'anneau de la tourelle du panthère de tête, le point vulnérable où la tourelle rejoint la coque. Le panthère a tressailli. De la fumée s'est échappée. Des flammes ont jailli.
Avant que la fumée ne se dissipe, Poul dirigeait déjà Richard vers la deuxième cible. La rotation de la tourelle endommagée ne pouvait pas suivre. Richard a tourné manuellement, en utilisant la traverse manuelle. 7 secondes. Le commandant du deuxième Panther avait vu le premier brûler et reculait désespérément. Richard a tiré alors que la tourelle était encore en mouvement. L'obus a frappé le glacier inférieur, endommageant la transmission. Le Panther s'est arrêté, immobilisé mais toujours dangereux. La tourelle s'est tournée vers Innsmouth. Le temps s'est figé. Le Panther a tiré le premier. L'obus est passé à quelques centimètres. Gamel avait fait une embardée vers l'avant au bon moment. Richard a tiré. L'obus a trouvé un point faible dans le mantelet, à la soudure. Le deuxième Panther a explosé. Les 4 Panthers restants étaient maintenant piégés. Les épaves en feu bloquaient la clairière. Les arbres empêchaient les attaques de flanc. Ils ne pouvaient pas reculer sans exposer leur blindage arrière. Ils étaient pris. Le troisième Panther a tenté de contourner l'épave de tête. Poul a anticipé, a dit à Gamel de se décaler de 30 mètres vers la droite, exposant un meilleur angle. Richard a tiré. L'obus a percé le blindage latéral derrière le barbotin d'entraînement. Le char a vacillé jusqu'à s'arrêter. Flowers a ouvert le feu avec la mitrailleuse de proue, réprimant l'équipage qui évacuait. 8 minutes s'étaient écoulées. 3 Panthers détruits, 3 restants. Mais la rotation de la tourelle était complètement bloquée. Richard ne pouvait tourner qu'à la main et le système manuel grinçait. Le 4e Panther a repéré cette vulnérabilité et a foncé pour attaquer de flanc. Poul avait 10 secondes avant que l'Allemand n'atteigne un angle qui exposerait son mince blindage latéral. Gamel, sans qu'on le lui dise, a mis les gaz, a foncé vers le Panther, fermant délibérément la distance. 200 mètres sont devenus 100. Le commandant du Panther a paniqué et s'est arrêté pour tirer au lieu de poursuivre sa manœuvre. À 70 mètres, même le canon du Sherman pouvait percer. Richard a tiré. L'obus a percé le blindage frontal de la tourelle. Le 4e Panther est mort avant d'avoir pu tirer. 11 minutes se sont écoulées. 4 détruits, 2 restants. Le 5e Panther a reculé en tournant, essayant de créer de la distance. Poul a dirigé Gamel derrière une épave en feu pour se dissimuler. Quand ils ont émergé, ils s'étaient approchés à 50 mètres sous un angle inattendu. À cette distance, les 2 chars pouvaient s'entretuer instantanément. Richard et le tireur allemand ont tiré en même temps. L'obus allemand a frappé la plaque de glacis, mais l'angle et l'élan vers l'avant l'ont fait ricocher vers le haut. Il a entaillé profondément, mais n'a pas pénétré. L'obus de Richard a frappé le masque du canon du Panther à 50 mètres. Le choc de l'impact a été catastrophique. Le masque s'est brisé. Le canon a été projeté en arrière dans la tourelle. 13 minutes se sont écoulées. 5 Panthers détruits, 1 restant. Innsmouth était gravement endommagé. L'obus dévié avait causé des éclats internes, bloquant définitivement la tourelle. Le périscope du pilote était détruit. L'interphone était mort. Tout commandant censé se serait replié. Poul ne l'a pas fait. Le 6e Panther manœuvrait prudemment, essayant de prendre une position à longue portée où les canons du Sherman seraient inefficaces. Le commandant allemand, supposant que le Sherman essaierait de s'enfuir, s'est positionné pour couper la voie de retraite. Poul a ordonné à Gamel de charger. Le pilote a accéléré à pleine vitesse vers le Panther. L'Allemand a été si choqué par l'attaque d'un Sherman endommagé qu'il a hésité pendant 3 secondes critiques avant de donner l'ordre de tirer. Innsmouth était à 100 mètres et se rapprochait. Le Panther a tiré. L'obus a frappé la tourelle sous un angle oblique et a ricoché. Le son était assourdissant. Richard était déjà en train de viser. La tourelle bloquée, par pur hasard, était presque directement pointée sur le Panther. Portée 60 mètres. Il a tiré la dernière cartouche perforante. L'obus a frappé là où les plaques avant supérieures et inférieures étaient soudées. La soudure a cédé. L'obus a percé et a frappé le râtelier à munitions. Le 6e Panther a explosé avec une telle force que la tourelle s'est détachée de la coque et est tombée à 15 mètres. 14 minutes s'étaient écoulées depuis le premier tir. 6 Panthers détruits, 0 perte américaine. Poul était assis dans sa coupole, les mains tremblantes, les oreilles bourdonnant. La clairière autour de lui était devenue un cimetière de blindés allemands en feu. Ce qu'ils avaient accompli n'aurait pas dû être possible. Tous les manuels disaient que les Sherman ne pouvaient pas tuer les Panthers de face. Toutes les statistiques disaient qu'il fallait 5 Sherman par Panther. Il venait d'en détruire 6 avec un char qui pouvait à peine faire pivoter sa tourelle en 14 minutes. Des bruits ont été entendus dans la forêt. Des forces américaines et allemandes convergeaient. Poul a transmis par radio au bataillon. 6 Panthers ennemis détruits.
Coordonnées de la grille 874 321. Demande de soutien. Le bataillon a d'abord refusé de croire. Le capitaine James Kelly a répondu par radio. Confirmer la destruction de 6 chars ennemis. La réponse de Poole a été laconique. Affirmatif, Sea Panther confirmé. Nous avions une bonne position. En 30 minutes, la compagnie s'est à renforcer la position. Le commandant de la compagnie, le capitaine James Batt, a inspecté personnellement les Panthers détruits. Son rapport était sans équivoque. L'inspection confirme que 6 chars Panthers ont été détruits par un seul char Sherman sous le commandement du sergent-chef Lafayette J. Poole. Durée de l'engagement, environ 14 minutes. Tous les 6 Panthers présentent des coups pénétrants d'obus perforants de 75 mm recommandent une reconnaissance immédiate pour leur bravoure exceptionnelle. Les Panthers détruits racontaient l'histoire. Chaque destruction montrait un placement de tir précis exploitant les points faibles minimaux. Anneaux de tourelle, glacis inférieurs, jonction de bouclier, suspension. Chaque obus avait frappé là où la pénétration était possible. Mais la doctrine prévoyait des tirs soigneusement positionnés depuis des positions préparées. Poole avait accompli cela tout en manœuvrant dans un char avec une traverse gelée et un contrôle de tir endommagé. Les Allemands qui ont exploré le champ de bataille des jours plus tard ont été stupéfaits. Un officier de Panzer a publié un rapport de renseignement indiquant que 6 Panthers avaient été détruits par ce qui semblait être un seul char, ce qui indiquait un entraînement d'équipage et un opportunisme tactique extraordinaire. Mais In the Mood était fini. La tourelle bloquée, l'optique détruite, le glacis entaillé, l'interphone mort. Il ne se battrait plus jamais. Poole et son équipage ont reçu l'ordre de se reposer pendant 3 jours. Mais la réputation de Poole s'était répandue. Le canonnier qui a touché des Panthers avec des viseurs défectueux. L'équipage qui s'est battu avec des signaux manuels. Le commandant qui a chargé des Panthers. Ils sont devenus des légendes instantanées. Le 15 novembre a apporté des récompenses. Poole a été promu lieutenant sur le champ, une commission rare sur le champ de bataille. Son équipage a été décoré de Silver Star. Mais la citation a révélé quelque chose de plus important. Le capitaine Batt a écrit dans sa recommandation que Poole avait fait preuve d'une performance exceptionnelle constante. Depuis Utah Beach, il avait détruit 12 chars allemands, 24 véhicules blindés et plus de 300 soldats ennemis sans perdre un seul membre d'équipage. Si vous appréciez cette histoire incroyable de combat de chars et que vous voulez voir plus de contenu sur les hommes qui ont défié le pronostic pendant la Seconde Guerre mondiale, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne et de sonner la cloche de notification. Ces histoires méritent d'être rappelées. Les leçons tactiques de l'engagement se sont rapidement répandues. Si un Sherman endommagé avec une tourelle gelée pouvait tuer 6 Panthers, que pouvaient accomplir des chars opérationnels? L'engagement a prouvé que la vulnérabilité du Sherman était exagérée. La qualité de l'équipage importait plus que les spécifications techniques. Les tactiques agressives neutralisaient les avantages allemands. Les problèmes mécaniques pouvaient être surmontés par la détermination. L'armée a intégré l'engagement dans la formation. Fort Knox l'a utilisé comme une étude de cas sur la coordination de l'équipage et les tactiques agressives. L'analyse a souligné que l'équipage de Poole s'est adapté au dysfonctionnement grâce à des procédures de secours, a utilisé le terrain pour neutraliser l'avantage de la portée, a utilisé des tactiques d'approche agressive pour forcer des engagements où les canons du Sherman étaient efficaces et a ciblé des points faibles spécifiques du blindage plutôt que de tenter une pénétration frontale contre des véhicules lourdement blindés. Mais cela a également révélé des vérités inconfortables. Le Sherman était mécaniquement peu fiable. Le canon de 75 mm était à peine suffisant. La protection du blindage était inadéquate. La supériorité numérique américaine était nécessaire parce que la qualité technique était inférieure. Cela a déclenché des débats. Le général Jacob devait plaider pour le remplacement immédiat du Sherman. Le général Omar Bradley a soutenu que la production et la logistique étaient trop établies. L'efficacité de Poole n'a fait qu'augmenter. Son nouveau Sherman, le numéro 3 de In the Mood, est arrivé le 20 novembre. Avec des systèmes fonctionnels, c'était presque facile pour l'équipage. Entre novembre et décembre, ils ont détruit 6 autres chars, portant le total de Poole à 18. Il avait presque doublé les 10 destructions qu'Eschelberger considérait comme exceptionnelles. En décembre, la contre-offensive des Ardennes est arrivée. Le 761e s'est précipité vers le nord. Le peloton de Poole a engagé des fers de lance allemands, a détruit 2 autres Panthers près de Bastogne la veille de Noël, portant son total à 20. Mais le 23 décembre, sa chance a tourné. Son Sherman a été touché par un obus de 88 mm, Poole a été grièvement blessé et son canonnier a été tué.
L'équipage a évacué le char en flammes. Poole a survécu, mais ses blessures ont mis fin à son service de combat. En 8 mois, Lafayette Poole a détruit 21 chars allemands confirmés, 28 véhicules blindés et plus de 500 soldats ennemis. Il n'a perdu aucun membre d'équipage jusqu'à l'engagement qui a mis fin à son service. Son équipage s'est battu dans 3 Sherman, s'est adapté aux échecs et a surmonté des obstacles écrasants avec compétence et détermination. Les rapports officiels indiquent une performance exceptionnelle constante. Le peloton de Poole a atteint des ratios de pertes supérieurs à 5 contre 1. Ces innovations tactiques ont été adoptées par tout le bataillon. Ces méthodes d'entraînement, mettant l'accent sur la communication non verbale, sont devenues la norme dans les forces blindées américaines. Mais les statistiques ne peuvent pas rendre compte de ce que Poole a accompli le 12 novembre. Il a montré que les forces américaines pouvaient surmonter leurs insuffisances techniques par la qualité de l'équipage et un leadership agressif. Les Allemands avaient de meilleurs chars. Les Américains avaient de meilleurs tankistes. Les Allemands qui se moquaient du Sherman ne l'ont jamais compris. Ils se sont concentrés sur l'épaisseur du blindage et la pénétration des canons. Ils ont qualifié les équipages américains de mal entraînés. L'engagement de Poole a brisé ces hypothèses. Un char qui ne pouvait pas bouger, qui a touché 6 Panthers en 14 minutes, a ébranlé la confiance technique allemande. Au sein du 761e, Poole est devenu une légende. Chaque équipage voulait imiter ses tactiques. Le ratio de perte du bataillon est passé de 2,1 contre 1 en juillet-octobre à 3,8 contre 1 en novembre-décembre après Grimsey, une augmentation directement attribuée à l'adoption des méthodes de Poole. Dans toute la première armée, des unités ont commencé à enseigner les tactiques de Poole. L'accent est passé d'un engagement prudent à distance à une approche agressive et à un ciblage précis des points faibles. Les équipages de Sherman ont cessé d'essayer de rivaliser avec les Panthers en tir d'artillerie à longue portée. Au lieu de cela, ils ont provoqué des combats rapprochés par des manœuvres agressives, où le nombre et la qualité de l'équipage l'emportaient sur les avantages tactiques allemands. La réponse des Allemands a révélé une profonde frustration. Un résumé du groupe d'armées daté du 45 janvier indiquait que les équipages de chars américains faisaient preuve de tactiques de plus en plus agressives et d'une meilleure artillerie. La volonté de l'ennemi de subir des pertes annulait nos avantages techniques. Mais en janvier, les forces de panzer allemands n'étaient plus que l'ombre d'elles-mêmes. Les pénuries de carburant limitaient les opérations. Les équipages de remplacement avaient une formation minimale. L'entretien souffrait de pénuries de pièces. Les Panthers, qui semblaient invincibles en 1943, étaient détruits à un rythme insoutenable par les Sherman qui étaient censés ne pas pouvoir les tuer. L'histoire de Poole a été capturée par les services de renseignement allemands. Les tankistes, plusieurs prisonniers ont mentionné le sergent qui avait détruit 6 Panthers en un seul engagement. Les interrogateurs l'ont d'abord rejeté comme de la propagande, mais à mesure que Poole était mentionné et que des documents capturés confirmaient ses victoires, les officiers allemands ont dû faire face à la vérité inconfortable. Leur supériorité technique n'avait pas garanti la victoire. Après la guerre, des officiers allemands capturés ont donné des évaluations franches. Le colonel Hans von Lück, dans des interviews, a abordé l'efficacité américaine. Les Américains ont appris vite. À l'automne 1944, leurs équipages se sont battus de manière agressive et professionnelle. Ils ont utilisé leurs effectifs intelligemment. Nous avions toujours de meilleurs chars, mais cet avantage a été annulé par une tactique et une flexibilité supérieure. Le général Hasso von Montefeld a été plus direct dans sa déposition de 1950. Fin 1944, les blindés américains étaient plus efficaces malgré l'absence d'amélioration des chars. La différence résidait dans l'entraînement de l'équipage et l'emploi tactique. Aucun des deux officiers n'a mentionné Poole spécifiquement, mais leurs évaluations ont confirmé ce que Grimsey a démontré. La qualité de l'équipage importait plus que les spécifications pour déterminer les résultats. Poole est retourné aux États-Unis au début de 1945, l'un des commandants de chars les plus décorés d'Amérique. Distinguished Service Cross, 2 Silver Star, 2 Bronze Star, 5 Purple Hearts. Son dossier a été largement utilisé pour le recrutement et la formation. Des actualités ont présenté son histoire. Il est devenu le visage du succès des blindés américains. Mais Poole lui-même était d'une modestie caractéristique. Dans les interviews, il mettait en avant la performance de son équipage plutôt que son propre leadership. Nous avions de bons gars qui travaillaient ensemble. Le char ne fonctionnait pas bien, mais nous nous sommes adaptés. Nous avons eu de la chance à Grimsey. Les Allemands ont fait des erreurs. C'est tout. Cette modestie était typique de cette génération. Mais le bilan de Poole parle de lui-même. 21 destructions de chars, 9 en un seul jour de combat, 0 perte d'équipage avant sa blessure.
Une performance exceptionnelle et constante, pas de la chance. L'ensemble de l'équipage de Grimsey a survécu à la guerre. Chacun a été décoré. Chacun est retourné à une vie civile modeste, hantée par les souvenirs de 14 minutes où tout a mal tourné. Et pourtant, ils ont accompli l'impossible. Le « In the Mood » de Grimsey n'a plus jamais combattu. Une inspection a confirmé qu'il n'aurait pas dû survivre à l'engagement. Défaillance hydraulique, stabilisateur gyroscopique endommagé, interphone hors service, blindage endommagé. Il a été déclaré irréparable et mis à la ferraille. Aucun effort n'a été fait pour préserver ce char d'importance historique. Les leçons de l'engagement ont été intégrées dans la doctrine d'après-guerre. Fort Knox a développé des programmes mettant l'accent sur la coordination de l'équipage, la communication non verbale, les procédures de secours, les tactiques agressives à courte portée, l'exploitation des points faibles de l'ennemi. Tous tirés des méthodes de Poole. La doctrine de chasseur de chars a été modifiée pour mettre l'accent sur la mobilité et l'engagement agressif. Le concept de refuser des résultats prédéterminés basés sur la supériorité technique de l'ennemi est devenu central dans la culture militaire américaine. Si Poole pouvait tuer 6 panthères dans un Sherman cassé, alors les forces américaines pouvaient accomplir n'importe quelle mission malgré les avantages apparents de l'ennemi. Cette confiance a façonné la doctrine militaire de la guerre froide. L'engagement a également influencé la conception des chars. Si la qualité de l'équipage importait plus que les spécifications techniques, les chars américains devaient donner la priorité à l'efficacité de l'équipage. Le M26 Pershing, basé sur les leçons apprises à Grimsey, intégrait des caractéristiques de conception qui amélioraient la coordination de l'équipage, une meilleure disposition interne, des communications améliorées et des commandes ergonomiques. Lafayette Poole est décédé le 7 mai 1991 à l'âge de 68 ans. Sa nécrologie a reçu peu d'attention. La plupart des nécrologies se sont concentrées sur les affaires, la carrière et la famille. Son passé de guerre a été brièvement mentionné. Peu d'Américains comprenaient ce que sa génération avait accompli. Les 3 membres survivants de son équipage ont servi de porteurs. Ils étaient restés proches pendant 4 décennies, se réunissant chaque année pour commémorer les 14 minutes où tout avait mal tourné, et où ils avaient survécu par leur habileté et leur détermination. Le dossier historique provient de plusieurs sources. Les rapports après action du bataillon, les témoignages de l'équipage, l'inspection du capitaine Batt, la reconnaissance par les services de renseignement allemands de la perte de 6 panthères. Les interviews d'après-guerre. Celles-ci confirment les faits. 6 panthères ont été détruits en 14 minutes par un seul Sherman avec des systèmes défectueux. Mais les faits ne rendent pas compte de la dimension humaine. La peur avant le premier contact, l'adrénaline pendant l'engagement, la prise de conscience après qu'ils avaient survécu à ce qui aurait dû les tuer. Aujourd'hui, la forêt de Grimsey est paisible. La clairière est envahie par la végétation. Il n'y a aucun monument là où l'équipage de Poole a accompli l'impossible. La forêt a repris ses droits. Mais dans l'armée, les instructeurs enseignent toujours l'engagement comme une étude de cas sur le leadership, la coordination et la résilience. Les futurs commandants étudient la décision de Poole d'engager au lieu de se retirer. Les futurs artilleurs analysent la façon dont Richard a touché des cibles avec des viseurs défectueux. Les futurs pilotes ont appris des manœuvres de gamelle qui ont créé des opportunités. L'engagement reste pertinent car il démontre des principes qui transcendent des armes ou des époques spécifiques. La qualité de l'équipage compte. La détermination surmonte les obstacles. Les tactiques agressives annulent les avantages de l'ennemi. L'échec mécanique n'est pas une excuse. Ces leçons sont valables pour toutes les générations. Si vous avez trouvé l'histoire inspirante, veuillez vous abonner à la chaîne. Ces histoires de la Seconde Guerre mondiale méritent d'être racontées et rappelées aux générations futures. La question que les historiens débattent est de savoir si le succès de Poole était une question d'habileté ou de chance. La réponse est les deux. Poole possédait un véritable génie tactique. Sa capacité à lire le terrain, à anticiper les mouvements et à se positionner pour obtenir un avantage s'est manifestée de manière constante pendant 8 mois. Ces 21 destructions confirmées sont le résultat d'une excellence constante, pas de la chance. Mais la chance a joué un rôle. L'obus dévié aurait pu pénétrer. La tourelle gelée aurait pu empêcher l'engagement. Les panthères auraient pu être plus alertes. Le génie des commandants exceptionnels consiste à créer les conditions dans lesquelles la chance les favorise. Les tactiques agressives de Poole ont forcé les Allemands à réagir plutôt qu'à planifier. La formation de son équipage leur a permis d'exploiter instantanément les moments de chance. Son positionnement a permis à son char d'être prêt lorsque des opportunités se sont présentées. En ce sens, Poole a créé sa propre chance par la préparation et le courage. L'impact de l'engagement sur le moral des Sherman à travers l'Europe a été significatif.
Les équipages qui s'étaient résignés à ce que leurs armes soient inférieures ont soudainement eu de l'espoir. Si Poole pouvait détruire 6 panthères, n'importe quel équipage pouvait survivre. L'effet psychologique ne peut être surestimé. La réputation de piège mortel du Sherman avait créé une prophétie autoréalisatrice. Les équipages qui croyaient être condamnés se sont battus avec prudence ou désespoir. Poole a prouvé que des tactiques agressives et confiantes surmontaient les insuffisances techniques. Les équipages de Sherman à travers l'Europe ont commencé à se battre avec une confiance renouvelée. Les ratios de pertes ont augmenté, les pertes ont diminué, le moral est remonté. Les forces allemandes l'ont remarqué et les rapports de renseignement de fin novembre et de décembre ont noté une agressivité accrue des blindés américains. Un rapport de Panzer leur indiquait que les équipages de chars ennemis étaient plus disposés à se rapprocher. Portée. La prudence précédente a été remplacée par des tactiques agressives, presque imprudentes. Cela annule nos avantages de portée et de blindage. L'ironie était parfaite. Les Allemands avaient développé des chars supérieurs grâce à leur supériorité technique. Poole et des équipages comme le sien l'ont invalidé en refusant de mener la bataille attendue. En se rapprochant, en exploitant le terrain, en ciblant les points faibles, les équipages américains ont rendu la supériorité du Panther sans importance. Les Allemands ont gagné la guerre de l'ingénierie, mais ont perdu la guerre tactique. La dimension humaine est encore plus frappante. De nombreux membres d'équipage qui ont étudié le leadership de Poole l'ont décrit comme un commandant qui menait par l'exemple, faisait entièrement confiance et ne demandait jamais de risques qu'il ne prendrait pas. La décision de voyager avec l'écoutille ouverte en est un exemple. Il a choisi l'efficacité plutôt que la sécurité. Son équipage lui faisait confiance parce que Poole a montré que ses risques étaient calculés, pas imprudents. Les commandants imprudents font tuer des équipages. Poole n'a perdu aucun membre avant sa propre blessure, ce qui témoigne du fait que son agressivité était tempérée par une logique tactique. L'engagement du 12 novembre a révélé l'importance de la formation et de la cohésion. L'équipage de Poole était ensemble depuis 4 mois, combattant sans interruption depuis la Normandie. Ils avaient développé une communication non verbale qui ne vient que d'une expérience partagée constante. Lorsque l'interphone a lâché, ils ont continué à fonctionner parce que les signaux manuels étaient devenus leur seconde nature. Cette cohésion ne peut pas être précipitée. Les armées modernes reconnaissent que les équipages qui effectuent des missions doivent passer beaucoup de temps ensemble pour atteindre une efficacité maximale. L'équipage de Poole avait passé ce temps. Il connaissait les habitudes de chacun, anticipait les actions de chacun et se faisait entièrement confiance. Cette caractéristique était aussi importante que la fiabilité ou le positionnement. Les leçons techniques étaient également importantes. Le fait que le canon de 75 mm du Sherman puisse percer le blindage du Panther en visant des points spécifiques. Les points faibles ont prouvé que les équipages américains avaient des tactiques viables contre les blindés allemands lourds. La clé était un placement précis plutôt qu'une puissance de feu écrasante. Cela a conduit à une formation améliorée sur la reconnaissance des points faibles et une artillerie de précision. La formation après Grimsey a mis l'accent sur l'étude des conceptions allemandes pour identifier les zones vulnérables. Anneaux de tourelle, bouclier, glacier inférieur, suspension. Chaque char allemand avait des points faibles. Les équipages américains devaient les exploiter au lieu de tenter des pénétrations frontales impossibles. L'histoire de In the Mood et de son équipage mérite d'être rappelée non seulement comme une curiosité tactique, mais comme un exemple d'excellence humaine dans des conditions extrêmes. Les 5 hommes dans un char endommagé, confrontés à des obstacles écrasants, ont choisi de se battre au lieu de se retirer. Ils se sont adaptés aux échecs, ont surmonté la supériorité et ont accompli ce que tout le monde disait impossible. Ils ont illustré l'esprit de combat américain qui a finalement remporté la Seconde Guerre mondiale. Non pas un équipement supérieur, mais des personnes supérieures. Les Allemands n'ont jamais compris cela. Leur culture mettait l'accent sur la qualité de l'équipement et la supériorité technique. Ils supposaient que de meilleurs chars garantissaient la victoire. Poole et des milliers comme lui ont prouvé le contraire. De meilleurs équipages avec un équipement inférieur ont battu des équipages inférieurs avec un équipement supérieur. Cette leçon est restée valable dans les conflits ultérieurs. En Corée, les forces américaines avec un équipement plus ancien ont battu des ennemis numériquement supérieurs. Au Vietnam, les équipages aériens dans des avions de qualité inférieure ont atteint la supériorité. Dans la tempête du désert, les forces de la coalition avec un équipement plus ancien ont vaincu la 4e plus grande armée par la qualité supérieure de l'équipage. L'engagement de Poole a été une démonstration précoce d'un principe qui a façonné le succès militaire américain pendant des générations. Le facteur humain est plus important que le facteur technique pour déterminer le combat. Résultat. Aujourd'hui,
70 ans après la forêt de Grimsey, l'exploit de Poole reste remarquable. 6 panthères en 14 minutes par un équipage dans un char que 3 équipages ont refusé. L'improbabilité ne fait que magnifier l'importance. Poole et son équipage n'ont pas seulement gagné une bataille. Ils ont prouvé que la détermination, l'habileté et le courage pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Les Allemands se sont moqués du Sherman comme étant inadéquat. Poole a répondu en détruisant 6 de leurs meilleurs chars avant qu'ils ne puissent faire pivoter leurs tourelles. Les Allemands ont qualifié les équipages américains de mal entraînés. Poole a montré que l'entraînement américain produisait les commandants les plus efficaces au monde. Les Allemands comptaient sur la supériorité technique pour garantir la victoire. Poole a prouvé que la tactique et la qualité de l'équipage l'emportaient sur les spécifications techniques. En fin de compte, Grimsey représente tout ce qui a rendu l'armée américaine efficace pendant la Seconde Guerre mondiale. La capacité à s'adapter malgré les défaillances mécaniques, l'agressivité malgré la supériorité ennemie, la cohésion basée sur une expérience partagée, un leadership qui inspirait plutôt qu'il ne commandait, une formation qui mettait l'accent sur la résolution de problèmes plutôt que sur des procédures écrites. Ces qualités, plus que la production industrielle, ont remporté la guerre. Lafayette Poole incarnait ces qualités. Son Sherman endommagé représentait la détermination américaine à réussir malgré les obstacles. Son équipage représentait l'habileté et la coordination qui rendaient les forces américaines efficaces. Ensemble, ils ont accompli l'impossible et ont inspiré des milliers d'autres à croire qu'ils pouvaient faire de même. Les Allemands, qui se moquaient du Sherman comme étant cassé, de qualité inférieure et inadéquat, ont appris trop tard que les tankistes américains dans des Sherman brisés étaient plus dangereux que les équipages allemands dans des Panthers impeccables. Poole leur a enseigné personnellement, un court but à la fois, jusqu'à ce qu'ils prouvent que les équipages américains dans des Sherman brisés étaient plus dangereux que les équipages allemands dans des Panthers impeccables. Cette leçon résonne à travers l'histoire militaire comme une preuve que l'excellence humaine transcende les limitations matérielles. L'engagement dans la forêt de Grimsey reste l'un des exploits individuels les plus remarquables de la guerre. Un témoignage que l'habileté, la détermination et le courage peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Le sergent-chef Lafayette Green Poole et l'équipage de In the Mood ont montré que ce n'était pas l'équipement supérieur, mais l'esprit de combat américain qui allait finalement remporter la guerre. Les Allemands se sont moqués de son Sherman brisé. Poole a répondu en accomplissant l'impossible. 6 panthères en 14 minutes. Cette histoire mérite d'être rappelée tant que les peuples libres apprennent le prix de leur liberté.